Le sang du palefrenier éclabousse encore le sol quand Maya, incapable de prononcer un mot depuis 8 mois, s'avance vers l'étalon noir que tous craignent. Dans elle, écurie plongée dans un silence mortel, elle tend sa main tremblante vers l'animal meurtrier, ignorant les cris étouffés des adultes terrifiés qui assistent à ce qui semble être un suicide. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil matinal filtrait à travers les interstices des vieilles planches de L écurie du centre équestre Beau Soleil, créant des rayons dorés dans l'air chargés de poussière et d'odeurs de foin. Le calme habituel de l'aube fut brusquement rompu par un fracas violent, suivi d'un hurlement de douleur qui résonna entre les murs de bois. « Attention! Il recommence !» cria Mathilde, la directrice du centre, en courant vers le box du fond. À l'intérieur, l'imposant étalon noir se cabrait, ses sabots frappant l'air avec une fureur dévastatrice. Au sol, recroquevillé contre la paroi, Julien, le nouveau palefrenier, tentait désespérément de se protéger le visage. « Tempête, arrête !» hurla Antoine, le vétérinaire, en tentant de s'approcher avec une seringue tranquillisante. Elle, étalon, émit un hennissement féroce qui ressemblait davantage au rugissement d'un prédateur qu'au cri d'un cheval. Ses yeux, injectés de sang, brillaient d'une rage incontrôlable, tandis qu'il frappait violemment les parois de son box. « Sortez-le de là !» ordonna Mathilde en pointant Julien qui saignait abondamment de l'arcade sourcilière. 2 palefreniers expérimentés parvinrent à créer une diversion suffisante pour permettre à un 3e d'extraire Julien du box. Tempête, toujours en furie, continuait de charger contre la porte, faisant trembler toute la structure de L écurie. « C'est un monstre !» murmura Julien, la main pressée contre sa blessure. « Je voulais juste changer sa paille !» Mathilde secoua la tête, le regard sombre. « C'est le 3e incident ce mois-ci. Je ne sais plus quoi faire avec lui. » À quelques mètres de cette scène chaotique, une silhouette frêle observait en silence. Maya Lefebvre, 16 ans, se tenait immobile près de l'entrée de l'écurie. Ses grands yeux verts, trop grands pour son visage émacié, ne sciaient pas. Ses cheveux auburn, coupés courts de façon irrégulière, encadraient un visage pâle marqué par des cernes profonds. « Maya, recule-toi s'il te plaît », demanda doucement Sophie, elle, éducatrice spécialisée qui l'accompagnait. « Ce n'est pas sûr ici. » Maya ne réagit pas, son regard fixé sur elle étalon noir qui s'agitait toujours dans son box. Elle inclina légèrement la tête sur le côté, comme si elle écoutait une musique que personne d'autre ne pouvait entendre. « Elle ne devrait pas être ici », grommela Antoine en rangeant sa seringue inutilisée. « Ce n'est pas un endroit pour une enfant traumatisée. » Sophie lui lança un regard réprobateur. Maya n'est pas une enfant, elle a 16 ans, et elle est ici précisément parce que le juge et les psychologues ont pensé que l'équithérapie pourrait l'aider. L'équithérapie, oui, rétorqua Antoine, mais pas avec une bête sauvage comme Tempête à proximité. Mathilde s'approcha de Maya et s'accroupit pour se mettre à son niveau. « Bonjour Maya, je suis désolé pour cette agitation. » Ce n'est pas exactement l'accueil que nous avions prévu pour ton premier jour. Maya ne répondit pas. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis l'accident qui avait emporté ses parents 8 mois plus tôt. Le diagnostic médical était formel. Mutisme sélectif post-traumatique. Physiquement, elle pouvait parler. Mentalement, les mots restaient prisonniers. Elle viendra voir les chevaux plus calmes cet après-midi, expliqua Sophie. Pour l'instant, nous allons nous installer dans le chalet, le centre équestre Beau Soleil, niché dans les collines verdoyantes de la Normandie, n'était pas seulement un lieu de équitation classique. Depuis 5 ans, sous la direction de Mathilde Rousseau, ancienne championne d'équitation reconvertie après une chute grave, le centre S était spécialisé dans l'équithérapie pour adolescents en difficulté.
Maya se détourna lentement de la scène, suivant Sophie vers la sortie. C'est alors que Tempête, comme s'il venait de remarquer sa présence, cessa brusquement de s'agiter. Elle, étalon noir, se figea, les naseaux frémissants, et fixa intensément la jeune fille. Ce changement soudain n'échappa pas à Antoine. « C'est bizarre », murmura-t-il. « Je ne l'ai jamais vu se calmer aussi rapidement. Peut-être est-il simplement épuisé, suggéra Mathilde, mais son ton indiquait qu'elle n'y croyait pas vraiment. Maya, sentant ce regard animal posé sur elle, s'arrêta également. Sans se retourner, elle resta immobile, comme si un fil invisible venait de se tendre entre elle et l'étalon. Sophie posa doucement une main sur l'épaule de Maya. « Viens, nous reviendrons plus tard. » En sortant de l'écurie, elles croisèrent Laurent Mercier, le propriétaire de Tempête, qui arrivait en Range Rover rutilant. Grand, élégamment vêtu d'une tenue d'équitation coûteuse, il affichait l'assurance de ceux qui sont habitués à ce que l'argent résolve tous les problèmes. « Encore un incident ?» demanda-t-il, en voyant Julien qu'on emmenait vers l'infirmerie. « Oui, monsieur Mercier, » répondit Mathilde avec une tension évidente dans la voix. « Nous devons parler sérieusement de l'avenir de Tempête ici. » Laurent balaya l'air de sa main manucurée. « Je paie suffisamment pour que vous trouviez une solution. Cet étalon vaut une fortune, même s'il est difficile. » Son regard tomba sur Maya qui l'observait sans expression. « Aubé, qui est-ce ? » « Une nouvelle résidente pour le programme des équithérapie, expliqua Sophie. Maya Lefebvre. Laurent fronça les sourcils. Elle ne devrait pas être près de Tempête. Personne ne devrait l'être, sauf les professionnels. C'est ce que je viens de dire, marmonna Antoine. Maya continuait de fixer Laurent avec une intensité dérangeante. Quelque chose dans le regard de l'homme semblait la troubler profondément. Bon, eh bien, tenez-la à l'écart, conclut Laurent avant de se diriger vers le bureau de Mathilde. Sophie entraîna doucement Maya vers le petit chalet qui lui servirait de logement pendant son séjour au centre. Alors qu'elle s'éloignait, Maya jeta un dernier regard vers l'écurie. À l'intérieur, elle, les talons noirs, était approchée des barreaux de son box et suivait sa silhouette des yeux. Deux êtres brisés venaient de se reconnaître. Le chalet attribué à Maya était modeste mais chaleureux, avec des rideaux à carreaux rouges et blancs et des meubles en bois rustique. Sophie déposa le petit sac contenant les maigres possessions de la jeune fille sur le lit, recouvert d'une courte pointe artisanale. « Voilà ton nouveau chez toi pour les prochains mois », annonça Sophie avec un enthousiasme forcé. La salle de bain est là, et tu as une petite kitchenette si tu veux te préparer quelque chose, même si les repas sont servis au réfectoire principal. Maya fit lentement le tour de la pièce, effleurant du bout des doigts les objets comme pour s'assurer de leur réalité. Sur la table de nuit, elle remarqua un cadre photo vide. « J'ai pensé que tu voudrais peut-être y mettre une photo », expliqua Sophie, observant attentivement sa réaction. Maya s'immobilisa. Dans son sac, soigneusement enveloppé dans un foulard en soie ayant appartenu à sa mère, se trouvait l'unique photo de famille qu'elle avait sauvée de l'accident. Elle n'avait pas besoin de la sortir pour la voir. Chaque détail était gravé dans sa mémoire. Son père, Pierre Lefebvre, professeur de littérature à l'université, avec ses lunettes rondes et son sourire chaleureux. Sa mère, Élise, violoncelliste, dont les mains fines avaient appris à Maya l'amour de la musique, et elle-même, entre eux, souriant d'une manière qu'elle avait oubliée. « Je te laisse t'installer, » dit doucement Sophie. « Le déjeuner est à midi. Ensuite, nous commencerons par une visite du centre et tu rencontreras Étoile, la jument avec laquelle tu travailleras au début. » Après le départ de Sophie, Maya s'assit sur le lit, les mains posées à plat sur ses genoux. Par la fenêtre, elle pouvait voir l'écurie où Tempête était enfermée. Quelque chose dans la rage de l'animal avait résonné en elle, comme si elle reconnaissait cette fureur, cette douleur qui n'avait d'autre moyen de s'exprimer que la violence. Pendant ce temps,
Dans le bureau de Mathilde, la discussion avec Laurent Mercier s'envenimait. « Je ne peux pas continuer à mettre mon personnel en danger », insistait Mathilde, montrant les rapports d'incidents. 3 blessés en 1 mois, dont un qui a failli perdre un œil. Laurent, affalé dans un fauteuil comme s'il s'ennuyait, examinait ses ongles parfaitement manucurés. « Vous êtes censés être des experts. Si vous ne pouvez pas gérer un cheval difficile, peut-être devrais-je reconsidérer notre arrangement. Ce n'est pas qu'un cheval difficile, monsieur Mercier. Tempête est dangereux. Il a été traumatisé avant même que vous ne l'achetiez. Je sais très bien ce que j'ai acheté, répliqua sèchement Laurent. Un étalon de pure race avec un potentiel génétique exceptionnel. Ses problèmes comportementaux sont temporaires. Temporaires ? Mathilde laissa échapper un rire sans joie. Cela fait 2 ans qu'il est ici, et il est de plus en plus agressif, pas moins. Laurent se redressa, son visage perdant soudain toute trace d'ennui. Écoutez-moi bien, Mathilde. J'ai investi une fortune dans ce centre. Sans mon argent, votre petit projet d'équithérapie pour cas sociaux n'existerait pas. Alors, vous allez trouver une solution pour Tempête, où je retire mon financement. Est-ce clair? À l'autre bout du centre, Antoine, le vétérinaire, examinait Julien à l'infirmerie. « Tu as eu de la chance ?» dit-il en nettoyant la plaie au-dessus de l'œil du palefrenier. Quelques centimètres plus bas, et tu perdais un œil. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce cheval ?» gémit Julien. « J'ai travaillé avec des étalons difficiles avant, mais jamais comme ça. » Antoine soupira profondément. Tempête n'a pas toujours été ainsi. Quand il est arrivé il y a 2 ans, il était nerveux mais pas violent. C'est après la formation spéciale que Mercier a insisté pour lui faire suivre qu'il est devenu comme ça. Quel genre de formation? Le genre qui brise un cheval plutôt que de le dresser. Antoine serra les dents. Mercier a fait venir un spécialiste d'Europe de l'Est. 1 mois plus tard, Tempête était méconnaissable. Blessures au flanc, cicatrices sur le museau. Et cette rage dans les yeux. Pourquoi Mathilde accepte ça? Antoine haussa les épaules avec résignation. L'argent, Mercier finance presque entièrement le programme d'équithérapie. Sans lui, on ferme. À midi, Sophie revint chercher Maya pour le déjeuner. En traversant la cour centrale, elles croisèrent Laurent qui quittait le centre dans sa voiture luxueuse. Maya s'arrêta net, son corps se raidissant comme une corde de violon trop tendue. « Maya », Sophie suivit son regard, « c'est monsieur Mercier, le propriétaire de Tempête. Tu l'as déjà vu ce matin. » Maya resta immobile, son visage habituellement inexpressif traversé par une émotion que Sophie n'arrivait pas à identifier. Était-ce de la peur? De la colère? Pendant le déjeuner, Maya mangea à peine, ses yeux constamment tournés vers la fenêtre qui donnait sur l'écurie. Sophie remarqua cette fixation mais n'en dit rien. Après des mois à travailler avec des adolescents traumatisés, elle savait reconnaître les signes d'une connexion naissante, même si, dans ce cas, l'objet de cette connexion l'inquiétait. « Cet après-midi, nous rencontrerons Étoile », rappela Sophie. « C'est une jument très douce, parfaite pour débuter l'équithérapie. » Maya hocha légèrement la tête, ce qui était déjà plus de réaction que ce à quoi Sophie était habituée. Après le repas, Mathilde les rejoignit, son visage trahissant la tension de sa réunion avec Laurent. « Comment ça va, Maya ?» demanda-t-elle en s'efforçant de sourire. « Prête à rencontrer nos chevaux ?» Sans attendre de réponse, elle les guida vers l'écurie principale, celle où Tempête n'était pas. « Nous avons 15 chevaux spécialement entraînés pour l'équithérapie, » expliquait-elle. Chacun a son propre tempérament, ce qui nous permet de les associer au mieux avec nos jeunes résidents. Mais alors qu'elle passait devant l'écurie où Tempête était enfermée, Maya ralentit imperceptiblement, son regard attiré par le bâtiment comme par un aimant. « Maya » appela Sophie, remarquant son hésitation. Maya reprit sa marche, mais quelque chose avait changé dans son attitude.
Pour la première fois depuis son arrivée au centre, elle semblait vraiment présente, attentive à son environnement. À l'intérieur de son box, Tempête sentit sa présence passer. Elle, étalon noir, qui était tenu immobile depuis l'incident du matin, tourna brusquement la tête vers la porte de L écurie, ses naseaux frémissant comme s'il captait un parfum dans l'air. Deux âmes blessées, séparées par des barreaux et des murs, venaient de reconnaître leur souffrance mutuelle. L, écurie principale du centre équestre Beausoleil, était baignée d'une lumière chaude et accueillante, bien différente de l'atmosphère tendue qui régnait dans celle où Tempête était gardée. Des têtes curieuses s'avançaient au-dessus des portes des boxes, observant les nouvelles venues, avec cette curiosité paisible propre aux chevaux bien traités. « Voici Étoile », annonça Mathilde en s'arrêtant devant le box d'une jument à la robe beige et à la crinière presque blanche. Elle a 15 ans et c'est l'une de nos meilleures juments thérapeutiques. Elle a un 6e sens pour savoir exactement ce dont chaque jeune a besoin. Étoile avança doucement sa tête, reniflant l'air en direction de Maya. La jeune fille resta immobile, observant l'animal sans faire de geste pour la toucher. « Tu peux la caresser », encouragea Sophie. « Elle adore les gratouilles sur le front. » Maya ne bougea pas. Son regard était posé sur la jument, mais son esprit semblait ailleurs, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne trouvait pas dans ses yeux doux et bienveillants. « Ce n'est pas grave », rassura Mathilde en voyant la préoccupation de Sophie. « Certains jeunes ont besoin de temps avant de s'approcher. »« N'est-ce pas, Maya ?» Maya hocha imperceptiblement la tête. C était sa façon de communiquer, des gestes minimes, comme si chaque mouvement lui coûtait une énergie précieuse qu'elle devait économiser. Elles continuèrent la visite, rencontrant les autres chevaux du programme. Caramel, un poney trapu au caractère joueur. Diamant, un hongre gris aux allures majestueuses. Papillon, une jument pie aux taches noires et blanches. Chaque animal avait sa personnalité, son histoire, ses particularités que Mathilde détaillait avec passion. La plupart de nos chevaux sont d'anciens chevaux de sport ou de loisirs qui ont trouvé ici une seconde carrière, expliquait-elle. Nous les sélectionnons pour leur tempérament calme et leur sensibilité. Alors qu'elles approchèrent de la sortie, Maya s'arrêta soudainement devant un box vide. « Oh, ça, c'était le box de Nuit d'Orage », dit Mathilde, une note de tristesse dans la voix. « C'était le frère de Tempête, même élevage, même lignée. » Maya leva les yeux vers Mathilde, une question silencieuse dans son regard. « Il est mort il y a 6 mois, continua Mathilde. Un accident pendant un orage. Il a pris peur, a défoncé la clôture et s'est empalé sur une branche tombée. Tempête a tout vu. C'est depuis ce jour qu'il est devenu vraiment incontrôlable. »« Mathilde, » interrompit Sophie d'un ton de reproche, « je ne suis pas sûre que ce soit approprié. »« Maya n'est pas une enfant fragile, » répondit Mathilde. « Et parfois, comprendre la souffrance des autres nous aide à faire face à la nôtre. » Maya s'approcha du box vide, passant sa main sur le bois usé de la porte. Quelque chose dans son expression avait changé, une intensité nouvelle, comme si les pièces d'un puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. En sortant de L écurie, elles croisèrent Antoine qui revenait de l'infirmerie. « Comment va Julien ?» demanda Mathilde. « 6 points de suture, » répondit-il sombrement. « Il dit qu'il reviendra travailler demain, mais il refuse catégoriquement de s'occuper de Tempête. »« Je ne peux pas le blâmer, » soupira Mathilde. « À ce stade, je me demande si... » Elle s'interrompit, consciente de la présence de Maya. « Si quoi ?» pressa Antoine. « Nous en parlerons plus tard, » éluda Mathilde. « Pour l'instant, continuons la visite. »« Maya, aimerais-tu voir les paddocks extérieurs ?» Mais Maya regardait fixement vers l'autre écurie, celle où Tempête était gardée isolée. « Maya » appela doucement Sophie. La jeune fille tourna lentement la tête vers son éducatrice, puis pointa du doigt en direction de l'écurie de Tempête. « Non », répondit fermement Antoine, « ce n'est pas possible. »
Tempête est beaucoup trop dangereux. Maya insista, pointant à nouveau avec une détermination inhabituelle. Elle veut voir Tempête. Mathilde échangea un regard avec Sophie. C'est surprenant. Elle n'a montré aucun intérêt pour les autres chevaux. Justement, intervint Antoine, je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'encourager cette fixation sur le cheval le plus dangereux du centre. Sophie observait attentivement Maya. Ah, je ne suis pas si sûr. C'est la première fois qu'elle exprime clairement un désir depuis son arrivée. Et si elle se fait blesser, protesta Antoine. Nous ne la laisserons pas entrer dans le box, bien sûr, concéda Mathilde. Mais peut-être pouvons-nous lui permettre de voir Tempête de loin, en toute sécurité. Après un moment d'hésitation, Antoine céda à contre-cœur. D'accord, mais je viens avec vous. Et au premier signe d'agitation de Tempête, nous sortons immédiatement. Ils se dirigèrent vers l'écurie isolée, Maya marchant avec une détermination nouvelle. À mesure qu'ils approchaient, un silence pesant s'installait. Même les oiseaux semblaient éviter de chanter près de ce bâtiment. Tempête doit être en train de se reposer, murmura Mathilde, alors qu'ils entraient dans l'écurie assombrie. L'odeur était différente ici, plus âcre, imprégnée de peur et de colère. L'atmosphère elle-même semblait chargée d'électricité, comme avant un orage. Ils s'arrêtèrent à bonne distance du box. À l'intérieur, Tempête se tenait immobile dans l'ombre, sa silhouette massive à peine visible. « Le voilà !» dit Antoine à voix basse. « Ne faites aucun mouvement brusque. » Maya fit un pas en avant, ignorant la main de Sophie qui tentait de la retenir. « Maya, attends !» chuchota Sophie. Mais la jeune fille avançait déjà comme guidée par une force invisible. Dans le box, Tempête sortit lentement de l'ombre, ses yeux noirs fixés sur Maya. Le temps semblait être figé dans l'écurie sombre. Maya avançait lentement, pas à pas, comme si elle marchait sur un fil invisible tendu entre elle et les talons noirs. Derrière elle, Sophie, Mathilde et Antoine retenaient leur souffle, paralysés entre la crainte d'intervenir et la peur de ce qui pourrait arriver. Tempête émergea complètement de l'ombre, sa robe noire luisant faiblement dans la pénombre. Contrairement à ses habituelles réactions violentes face aux humains, il restait étrangement calme, ses oreilles dressées en direction de Maya, ses naseaux frémissant comme s'il cherchait à capturer son odeur. « Oh, incroyable !» murmura Antoine. « Je ne l'ai jamais vu si tranquille en présence d'un étranger. » Maya s'arrêta à environ 2 mètres du box. Elle ne fit aucun geste pour s'approcher davantage, se contentant de fixer les talons. Leurs regards se croisèrent, les yeux verts de la jeune fille plongeant dans les orbes noirs du cheval. Quelque chose d'indicible passa entre eux. Une reconnaissance mutuelle de la douleur, de la perte, de la rage contenue. Lentement, avec une délicatesse infinie, Maya leva sa main droite, paume vers le haut. Ce N n'était pas un geste pour toucher l'animal, simplement une offrande, une invitation. Tempête renâcla doucement, puis, à la stupéfaction des observateurs, abaissa légèrement sa tête massive en direction de la main tendue, sans toutefois la toucher. Les 2 êtres demeurèrent ainsi, suspendus dans cet espace intermédiaire, ni ensemble ni séparés. « Je n'en crois pas mes yeux », souffla Mathilde. « Ne bougez pas, avertit Antoine. N'interrompez pas ce moment. » Après ce qui sembla une éternité, Maya abaissa sa main et recula d'un pas. Tempête releva la tête mais continua de la regarder sans manifester d'agressivité. « Maya, appela doucement Sophie, c'est bien, maintenant viens avec nous. » La jeune fille se détourna finalement, rejoignant les adultes qui l'escortèrent rapidement hors de l'écurie. Une fois dehors, Antoine laissa échapper un long soupir. En 20 ans de médecine vétérinaire, je n'ai jamais rien vu de tel, admit-il. C'était comme s'il... Se comprenait? C'est exactement ça, confirma Sophie, observant Maya qui gardait les yeux fixés sur l'écurie qu'il venait de quitter. Ils se sont reconnus,
Ne nous emballons pas, tempéra Mathilde, bien que son ton trahisse son propre étonnement. Était peut-être juste un moment de calme. Tempête reste extrêmement dangereux. Peut-être, concéda Antoine, mais tu dois admettre que c'est la première fois qu'il réagit ainsi à un humain depuis la mort de Nuit d'orage, compléta Mathilde. Sophie posa une main sur elle, épaule de Maya. Comment te sens-tu? Pour toute réponse, Maya esquissa un léger sourire, le premier depuis son arrivée au centre. Plus tard dans l'après-midi, alors que Maya commençait sa première séance officielle d'équithérapie avec Étoile, Antoine profita de ce moment pour retourner discrètement à Elle écurie de Tempête. Elle et Talon étaient étrangement calmes, presque méditatifs. « Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, mon grand ?» murmura Antoine en s'approchant prudemment de la porte du box. « Qu'as-tu vu en elle ?» Tempête tourna la tête vers lui, sans l'agressivité habituelle, mais avec une vigilance évidente. « Tu sais qu'ils veulent te faire abattre ?» continua Antoine à voix basse. Mercier a donné un ultimatum à Mathilde. Si elle ne trouve pas de solution d'ici la fin du mois, il donnera l'ordre. Elle et Talon sembla presque comprendre, ses oreilles se dressant à la mention du nom de Mercier. « Ouais, je sais. »« Tu as de bonnes raisons de le détester, » soupira Antoine, « après ce que son spécialiste t'a fait subir. » Le vétérinaire S éloigna du box, perdu dans ses pensées. Il n'avait jamais partagé avec Mathilde tous les détails des blessures qu'il avait soignées sur Tempête après son dressage spécial. Certaines étaient trop horribles, témoignant d'une cruauté délibérée qui dépassait le simple domptage brutal. Pendant ce temps, dans le manège couvert, Maya se tenait à côté de Étoile, écoutant les instructions de Mathilde. Elle, équithérapie ne consiste pas nécessairement à monter, expliquait-elle. Il s'agit avant tout de créer une connexion avec le cheval. Aujourd'hui, nous allons simplement rester près d'Étoile, apprendre à la brosser, à sentir sa présence. Maya exécutait mécaniquement les gestes demandés, passant la brosse sur le flanc d'Étoile, avec application mais sans elle étincelle qui avait brillé dans ses yeux face à Tempête. Sophie l'observait attentivement. « Elle est ailleurs », murmura-t-elle à Mathilde. « Son corps est ici, mais son esprit est resté avec Tempête. »« Je sais », admit Mathilde. « Mais nous ne pouvons pas la laisser s'approcher davantage de lui. C'est beaucoup trop risqué. Et si était justement ce dont elle a besoin, suggéra Sophie. Maya n'a pas réagi à grand-chose depuis l'accident. Aujourd'hui, pour la première fois, elle a montré un véritable intérêt pour quelque chose. Pour quelqu'un qui pourrait la tuer en un instant, rappela sévèrement Mathilde. Pourtant, il ne l'a pas fait. Il aurait pu s'agiter, charger contre les barreaux comme il le fait habituellement, mais il est resté calme. C'est comme s'il partageait la même blessure, compléta Mathilde, observant Maya qui continuait de brosser mécaniquement Étoile. Mais nous ne pouvons pas prendre ce risque, pas après ce qui s'est passé avec Julien ce matin. Le soir venu, après le dîner, Maya retourna dans son chalet. Sous l'œil vigilant de Sophie qui l'avait accompagnée, elle sortit enfin la photo encadrée de sa famille et la plaça sur la table de nuit. Ses doigts s'attardèrent sur les visages souriants de ses parents. « C'est une belle photo », commenta doucement Sophie. « Tu leur ressembles beaucoup. » Maya ne réagit pas, son regard perdu dans le passé, dans ce temps où les mots coulaient facilement de sa bouche, où le monde N n'était pas encore devenu ce lieu hostile et silencieux. « Je vais te laisser te reposer, » dit Sophie en se dirigeant vers la porte. « N'oublie pas, si tu as besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, mon chalet est juste à côté. » Une fois seule, Maya s'approcha de la fenêtre. De là, elle pouvait voir l'écurie où Tempête était gardée. Une faible lumière y brillait encore, probablement Antoine qui effectuait une dernière vérification. Sans vraiment réfléchir à ce qu'elle faisait, Maya enfila son manteau et se glissa dehors dans la nuit.
L'air était frais, chargé des odeurs de foin et de terre humide. Elle se dirigea silencieusement vers l'écurie, comme attirée par une force invisible. À l'intérieur, Antoine sursauta en entendant la porte grincer. « Maya » il fronça les sourcils. « Tu ne devrais pas être ici. » La jeune fille ignora sa remarque, son regard cherchant immédiatement Tempête. Elle, Étalon, était debout dans son box, ses yeux luisants dans l'obscurité comme deux charbons ardents. « Il est plus calme ce soir », observa Antoine, renonçant à la faire partir immédiatement. « Je crois que votre rencontre de cet après-midi l'a apaisé d'une certaine façon. » Maya s'approcha lentement du box, s'arrêtant à la même distance que plus tôt dans la journée. « Maya, je ne peux pas te laisser t'approcher davantage, » avertit Antoine. « Peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui, Tempête reste imprévisible. » Mais quelque chose dans l'attitude de elle, Étalon, démentait ses paroles. Contrairement à son comportement habituel, Tempête ne montrait aucun signe d'agitation. Il regardait Maya avec une attention intense, mais dénuée d'agressivité. « C'est incroyable, » murmura Antoine. « On dirait qu'il t'attendait. Bon, tu ne peux pas rester ici toute la nuit, » soupira Antoine, regardant sa montre. « Sophie va s'inquiéter si elle passe vérifier et ne te trouve pas dans ton chalet. » Maya ne détachait pas son regard de Tempête comme hypnotisée. « 5 minutes, » céda Antoine. « Je te donne 5 minutes avec lui, puis je te raccompagne et n'approche pas tes mains des barreaux. » Le vétérinaire recula de quelques pas, observant avec un mélange de fascination et d'appréhension. Maya resta immobile, respirant au même rythme que l'Étalon, une synchronisation parfaite et inconsciente. Dans le silence de l'écurie, Antoine remarqua quelque chose d'étrange. Maya fredonnait. Ce N n'était pas vraiment un chant, plutôt une vibration à peine audible, une mélodie sans parole qui semblait émerger directement de sa poitrine. Tempête inclina la tête, ses oreilles tournées vers la jeune fille comme pour mieux capter cette musique silencieuse. « Incroyable !» murmura Antoine. « Tu communiques avec lui. » Ce N n'était pas une simple mélodie, réalisa-t-il soudain. C était une berceuse. La même que celle qu'Élise Lefebvre, violoncelliste renommée, avait composée pour sa fille. Antoine l'avait entendue lors d'un récital des années auparavant, avant l'accident. « Maya » appela-t-il doucement après quelques minutes. « Il est temps de partir maintenant. » À sa grande surprise, la jeune fille acquiesça sans résistance. Elle fit un petit geste de la main en direction de Tempête, comme pour lui dire au revoir, puis suivit Antoine vers la sortie. Elle, Étalon, les regarda partir sans manifester la moindre agitation. En raccompagnant Maya vers son chalet, Antoine hésita, puis se décida. « Tu sais, ta mère était une musicienne extraordinaire. Je l'ai entendue jouer une fois, à Paris. C était transcendant. » Maya ralentit légèrement, l'ombre d'une émotion traversant son visage. « La musique est un langage, » continua Antoine. « Peut-être le seul qui puisse atteindre certaines âmes blessées, comme celle de Tempête, comme la tienne, peut-être. » Ils arrivèrent devant le chalet. Sophie était sur le perron, visiblement inquiète. « Maya, Antoine, où étiez-vous ?»« Promenade nocturne ?» répondit simplement Antoine. Maya avait besoin d'air frais. Je l'ai trouvée près des écuries et je l'ai raccompagnée. Sophie lança un regard soupçonneux, mais n'insista pas. « Il est tard, Maya. Tu devrais te reposer. Demain, nous avons une séance à 9 h avec Étoile. » Lorsque Maya fut entrée dans son chalet, Sophie retint Antoine par le bras. « Elle est retournée voir Tempête, n'est-ce pas ?» Antoine hésita avant d'acquiescer. « Il ne lui a fait aucun mal, Sophie. Au contraire. » « Je n'ai jamais vu Tempête aussi calme avec quelqu'un. »« Ce n'est pas le point, » rétorqua Sophie. « Mathilde a interdit qu'elle s'approche de lui. C'est trop dangereux. »« Peut-être devrions-nous reconsidérer cette décision, » suggéra Antoine. « Il y a quelque chose entre eux, une connexion que je ne m'explique pas. » « Justement, »
Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et si Tempête redevenait soudainement violent? Maya est sous notre responsabilité, Antoine. Le vétérinaire soupira. Je sais, mais réfléchis un instant. Depuis combien de temps Maya n'avait-elle pas montré un intérêt réel pour quoi que ce soit? J'ai entendu son dossier. Mutisme sélectif post-traumatique, repli sur soi, absence de réaction émotionnelle. Sophie croisa les bras. Et alors? Alors aujourd'hui, je l'ai entendu fredonner. Pour Tempête. Cette révélation sembla ébranler Sophie. Fredonner, tu en es sûr? Certain, la berceuse que sa mère avait composée pour elle. Sophie passa une main fatiguée sur son visage. Je ne sais pas, Antoine. C'est encourageant, bien sûr, mais le risque... Écoute, nous pouvons au moins en parler à Mathilde, présenter les faits. Mercier veut faire abattre Tempête d'ici la fin du mois si rien ne change. Peut-être que Maya est notre dernière chance de sauver ce cheval. Et si C était l'inverse, murmura Sophie. Si C était Tempête, notre dernière chance de sauver Maya. Le lendemain matin, une limousine noire franchit les grilles du centre équestre Beausoleil. Laurent Mercier en descendit, accompagné d'un homme à l'allure austère que personne n'avait jamais vu. Monsieur Mercier accueillit Mathilde, dissimulant sa surprise. Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Changement de programme, répondit sèchement Laurent. Voici Dr Vidal, spécialiste en comportement équin. Il évaluera Tempête aujourd'hui. Mathilde échangea un regard inquiet avec Antoine qui venait de les rejoindre. Une évaluation, mais nous avions convenu d'un délai jusqu'à la fin du mois. Les plans changent, coupa Laurent. J'ai un acheteur potentiel pour son patrimoine génétique. Si Tempête ne peut pas être dressée, au moins sa semence a une valeur. Et ensuite, demanda Antoine, un mauvais pressentiment lui nouant l'estomac. Laurent haussa les épaules avec une indifférence glaciale. Ensuite, il n'aura plus d'utilité. À moins que vous n'ayez fait des miracles depuis notre dernière conversation. En fait, intervint Antoine, ignorant le regard d'avertissement de Mathilde, il y a eu un développement intéressant. Une de nos résidentes semble avoir établi une connexion avec Tempête. Une connexion? Le docteur Vidal parla pour la première fois, son accent trahissant des origines d'Europe de l'Est. Quel genre de connexion? Le genre qui pourrait sauver ce cheval, répondit fermement Antoine. À l'autre bout du centre, ignorant tout de cette conversation, Maya se tenait devant Étoile, une brosse à la main, son esprit ailleurs, dans une écurie sombre, auprès d'un étalon noir dont les yeux reflétaient sa propre douleur. « Quelle résidente exactement ?» demanda Laurent Mercier, son regard acéré fixé sur Antoine. Mathilde intervint rapidement. « Une adolescente qui vient d'arriver pour notre programme d'équithérapie. » Mais c'est encore très prématuré d'en parler. Tempête reste extrêmement dangereux. Le docteur Vidal observait cet échange avec un intérêt clinique. Je voudrais voir ce cheval immédiatement. Et peut-être aussi cette résidente spéciale. Maya est actuellement en séance thérapeutique, répondit fermement Mathilde. Et je ne pense pas qu'il soit approprié de... Vous oubliez qui finance ce centre, Madame Rousseau, coupa sèchement Laurent. Si cette fille peut aider à sauver mon investissement, je veux la voir à l'œuvre. Antoine et Mathilde échangèrent un regard lourd de sens. Quelque chose dans l'attitude du docteur Vidal mettait Antoine profondément mal à l'aise. Nous pouvons au moins commencer par examiner Tempête, suggéra Mathilde, gagnant du temps. Sophie doit être informée avant que nous n'interrompions la séance de Maya. Bien, concéda Laurent. Docteur, allons voir cette bête impossible. Tandis qu'il se dirigeait vers l'écurie isolée, Antoine ralentit pour marcher à côté de Mathilde. « Je n'aime pas ça du tout, murmura-t-il. Ce Vidal me rappelle quelqu'un. À moi aussi, chuchota Mathilde. Il ressemble étrangement aux descriptions que tu m'as faites du spécialiste qui a dressé Tempête. Antoine s'arrêta net. Bon sang, tu as raison, c'est lui. L'accent, la façon de se tenir,
Tu en es sûr? Presque. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai soigné ses dégâts. Le visage d'Antoine s'assombrit. Si c'est bien lui, alors la présence de Tempête va nous le confirmer immédiatement. Ils entrèrent dans l'écurie où Tempête était gardé. L'étalon noir, qui avait été relativement calme depuis la veille, s'agita dès leur arrivée, sentant la présence de plusieurs personnes. Mais quand le docteur Vidal apparut dans son champ de vision, sa réaction fut instantanée et terrifiante. L'animal se cabra violemment, hennissant d'une manière qui ressemblait presque à un cri humain. Ses yeux, roulant de terreur et de rage, restaient fixés sur Vidal. Il se jeta contre les barreaux de son box avec une telle force que toute la structure trembla. « Intéressant », commenta Vidal, imperturbable face à cette réaction violente. Il se souvient. Cette simple phrase confirma les soupçons d'Antoine. « C'est vous », dit-il, incapable de contenir sa colère. « Vous êtes celui qui l'a torturé. » Vidal haussa les épaules avec une nonchalance glaçante. « J'utilise des méthodes traditionnelles de dressage. Certains chevaux nécessitent une main ferme. »« Une main ferme ?» explosa Antoine. « J'ai soigné des brûlures sur ses flancs, des lacérations profondes sur son museau. » « Ce n'est pas du dressage, c'est de la torture. » Laurent semblait surpris. « De quoi parle-t-il, Vidal ?»« De méthodes que vous avez approuvées, monsieur Mercier, » répondit froidement le dresseur. « Vous vouliez des résultats rapides. Dans mon pays, nous avons un dicton. Pour plier l'acier, il faut le chauffer au rouge. » Tempête continuait de s'agiter violemment, sa panique augmentant à chaque seconde. De helles écume apparaissait aux commissures de sa bouche et du sang commençait à perler là où ses sabots avaient heurté les parois du box. « Il va se blesser gravement », avertit Mathilde. « Nous devons sortir d'ici. »« Non », contra Vidal. « Je dois l'examiner. Le problème, c'est qu'il n'a jamais été complètement brisé. Il lui reste encore de la résistance. »« Vous appelez ça de la résistance ?» s'indigna Antoine. « C'est de la terreur pure. C'est la même chose pour un cheval, » affirma Vidal en s'approchant du box. « La peur est l'outil le plus efficace. » Soudain, un mouvement près de l'entrée de l'écurie attira leur attention. Maya se tenait là, immobile, son visage habituellement inexpressif traversé par une émotion intense. Derrière elle, Sophie tentait de la retenir. « Maya, tu ne devrais pas être ici, » dit-elle, essoufflée. « Je suis désolée, elle a entendu le bruit et s'est échappée. Impossible de la retenir. » Mais Maya avançait déjà, ses yeux fixés non pas sur Tempête, mais sur Vidal. Elle s'arrêta à quelques mètres du groupe, son corps tendu comme la corde d'un arc. « C'est elle ?» demanda Laurent. « La fille qui a soi-disant une connexion avec Tempête ?» Avant que quiconque puisse répondre, Maya fit quelque chose qui stupéfia tout le monde. Elle émit un son. Pas un mot, mais un cri aigu, presque animal, qui résonna dans toute l'écurie. C était un son de pure détresse, comme si elle exprimait vocalement la souffrance que Tempête ne pouvait communiquer qu'à travers sa violence. L'effet sur Tempête fut immédiat. L'étalon cessa brusquement de se cabrer, ses oreilles pivotant vers Maya. Il hennit en réponse, un son plus doux, presque interrogatif. « Fascinant », murmura Vidal. La fille et le cheval partagent un langage. Maya fit un pas de plus, puis un autre, ignorant complètement les adultes. Elle s'arrêta juste devant le box de Tempête, tournant délibérément le dos à Vidal, comme pour s'interposer entre lui et l'étalon. « Maya, c'est dangereux », avertit Sophie, mais quelque chose d'extraordinaire se produisait. Tempête, qui quelques secondes plus tôt était dans un état de panique furieuse, s'approchait maintenant lentement de Maya, ses mouvements prudents mais délibérés. Il tendit son museau vers elle, s'arrêtant à quelques centimètres de son épaule. « Ne bouge pas », ordonna Vidal à Maya. « S'il sent ta peur, il attaquera. » Antoine voulut intervenir, mais Mathilde le retint. « Attends », murmura-t-elle. « Regarde. » Maya ne montrait aucun signe de peur. Au contraire, elle commença à fredonner doucement, la même berceuse que la veille.
Sa main se leva lentement et, dans un geste qui fit retenir leur souffle à tous les témoins, elle la posa délicatement sur le museau de Tempête. Elle, Étalon frémit au contact mais ne recula pas. Au contraire, il sembla se détendre légèrement, comme si ce simple toucher dissipait une partie de sa terreur. « Impossible », souffla Vidal. « J'ai passé 1 mois à essayer de le briser et cet enfant, elle ne cherche pas à le briser, » corrigea doucement Sophie. « Elle cherche à le guérir. » Laurent regardait la scène avec une expression indéchiffrable. Est-ce qu'elle pourrait le rendre utilisable? Ce n'est pas un outil, rétorqua Antoine avec dégoût. C'est un être vivant qui a été maltraité et traumatisé. Maya retira lentement sa main du museau de Tempête, puis se tourna pour faire face aux adultes. Son regard se posa sur Vidal, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Sophie et Mathilde virent une émotion claire sur son visage, le mépris. « Je crois qu'elle nous demande de partir », interpréta Sophie. « C'est ridiculous », protesta Vidal. « Cette fille n'a aucune expertise. Ce qu'elle fait est dangereux et… » Il fut interrompu par un hennissement puissant de Tempête qui frappa violemment contre les barreaux, faisant reculer Vidal de plusieurs pas. « Il est clair que votre présence l'agite », constata Mathilde. « Peut-être devrions-nous continuer cette discussion ailleurs ?» Alors qu'il quittait l'écurie, Antoine remarqua que Laurent Mercier regardait Maya avec un intérêt nouveau, calculateur. Ce regard le troubla profondément. « Monsieur Mercier, dit-il, à quoi pensez-vous exactement ?» Laurent sourit légèrement. « Je pense, cher docteur, que nous venons peut-être de trouver une solution à notre problème. Cette fille pourrait être la clé. » « Maya n'est pas un outil non plus, » intervint fermement Sophie. « Elle est ici pour guérir, pas pour servir vos intérêts. Ses intérêts et les miens pourraient s'aligner parfaitement, » répondit Laurent. « Je dois y réfléchir. » Lorsqu'ils furent tous sortis, Maya resta seule avec Tempête dans l'écurie silencieuse. Elle s'assit lentement sur un ballot de paille face au box et pour la première fois depuis l'accident qui avait emporté ses parents, elle laissa des larmes silencieuses couler sur ses joues. Tempête la regardait, immobile, comme s'il comprenait parfaitement cette douleur, qui n'avait pas besoin de mots pour s'exprimer. Dans le bureau de Mathilde, la tension était palpable. Laurent Mercier faisait les 100 pas, tandis que le docteur Vidal, assis raidement dans un fauteuil, gardait un visage impassible. Sophie et Antoine se tenaient côte à côte, formant un front uni face aux 2 hommes. Cette situation est inattendue, déclara finalement Laurent, mais potentiellement avantageuse. Avantageuse, répéta Sophie, incrédule. Maya est une adolescente traumatisée, pas un outil à votre disposition. Laurent balaya l'objection d'un geste de la main. Voyons les choses pragmatiquement. Cette fille a réussi à toucher Tempête sans se faire attaquer. Et c'est plus que n'importe lequel d'entre nous n'a pu accomplir en 2 ans. Parce qu'ils partagent quelque chose, intervint Antoine. Une forme de douleur, de traumatisme. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut exploiter ou commercialiser. Tout peut être commercialisé, cher docteur, rétorqua Laurent avec un sourire froid. Imaginez, elle, étalon sauvage, domptée par une enfant muette. Les magazines équestres s'arracheraient cette histoire. La valeur de Tempête comme reproducteur doublerait. C'est répugnant, murmura Mathilde. C'est des affaires, corrigea Laurent. Docteur Vidal, qu'en pensez-vous d'un point de vue professionnel? Vidal se caressa pensivement le menton. Le phénomène est inhabituel, mais pas sans précédent. Certains chevaux répondent à, disons, une certaine fréquence émotionnelle. Cette fille et ce cheval semblent vibrer à l'unisson. Donc vous pensez qu'elle pourrait vraiment le dresser? Pressa Laurent. Je n'utiliserai pas le terme « dresser », précisa Vidal. Plutôt canaliser son énergie. Mais cela prendrait du temps et un encadrement professionnel. Le vôtre, j'imagine, intervint Antoine, incapable de contenir son dégoût. Naturellement, confirma Vidal sans ciller.
Je superviserai le processus. Sophie frappa la table du plat de la main. C'est hors de question. Maya vient à peine de montrer les premiers signes d'amélioration depuis des mois. L'exposer à ce tortionnaire pourrait anéantir tout progrès. Laurent se tourna vers Mathilde. En tant que directrice, la décision vous revient. Mais permettez-moi de clarifier la situation. Sans résultat concret concernant Tempête d'ici 2 semaines, je retire mon financement au centre. Tous ces adolescents que vous aidez, ils devront trouver un autre endroit. Le chantage était à peine voilé. Mathilde ferma brièvement les yeux, pesant ses options. « Je dois parler à Maya », dit-elle finalement. Ou plutôt, nous devons observer comment elle interagit avec Tempête sans interférence. Elle a droit à son propre espace thérapeutique. Bien, concéda Laurent. Vous avez 48 heures pour me présenter un plan concret. Après quoi, j'imposerai le mien. Lorsque Laurent et Vidal furent repartis, Sophie s'affaissa dans un fauteuil. « Il nous tient », murmura-t-elle. « Il sait que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre son financement. » « Maya ne devrait pas être mêlée à ça, » insista Antoine. Ce qu'il se passe entre elle et Tempête est sacré d'une certaine façon. C'est une guérison mutuelle. « Je suis d'accord, » soupira Mathilde. « Mais que pouvons-nous faire? Sans l'argent de Mercier, le centre ferme et 15 adolescents se retrouvent sans programme thérapeutique. » Un silence lourd s'installa, chacun perdu dans ses pensées. « Il y a peut-être une solution, » dit finalement Antoine. « Une qui pourrait aider Maya et Tempête, tout en satisfaisant partiellement Mercier. »« Je t'écoute, » encouragea Mathilde. « Laissons Maya passer du temps avec Tempête à sa façon. Documentons les progrès, mais sans interférence de Vidal. Si elle parvient à établir une relation stable avec lui, Mercier aura son cheval dressé, mais selon les termes de Maya, pas les siens. »« Et s'il refuse ?» demanda Sophie. « Alors nous aurons au moins gagné du temps pour trouver une autre solution, » répondit Antoine. « Et Maya aura eu une chance d'avancer dans son propre processus de guérison. » Pendant ce temps, dans l'écurie isolée, Maya était toujours assise face au box de Tempête. Ses larmes s'étaient taries, laissant sur son visage pâle des sillons qui brillaient dans la lumière tamisée. Elle, étalon S, était approchée des barreaux, sa tête massive baissée au niveau de la jeune fille. D'un geste lent, presque rituel, Maya sortit de sa poche la photo de sa famille. Elle la tint devant elle, comme pour la présenter à Tempête. Elle, étalon, renifla doucement l'image, ses naseaux frémissant légèrement. Maya pointa du doigt sa mère sur la photo, puis mima l'action de jouer du violoncelle. Ensuite, de sa gorge serrée, elle laissa échapper quelques notes de la berceuse, les premières notes qu'elle produisait volontairement depuis l'accident. Tempête réagit immédiatement, s'agitant non pas de peur, mais d'excitation, comme s'il reconnaissait la mélodie. Maya s'interrompit, surprise par sa propre voix et par la réaction du cheval. Elle recommença, un peu plus fort cette fois. Les notes étaient rauques, imparfaites, mais reconnaissables. Et Tempête hochait la tête en rythme. Il l'avait déjà entendu, murmura une voix derrière elle. Maya se retourna brusquement. Antoine se tenait à l'entrée de l'écurie, gardant une distance respectueuse. « Cette berceuse, continua-t-il doucement, je crois que Tempête l'a déjà entendue avant. Peut-être que ton père a emmené ta mère ici, pour voir Nuit d'orage. » Maya fronça les sourcils, ne comprenant pas. « Ton père était professeur de littérature à l'université de Caen, n'est-ce pas ?» Antoine s'approcha lentement, s'accroupissant à quelques mètres d'elle. Il avait un intérêt particulier pour la poésie équestre. Il est venu ici plusieurs fois pour étudier Nuit d'orage, le frère de Tempête, et une fois, il a amené ta mère. Elle a joué pour les chevaux. Maya écarquilla les yeux, assimilant cette révélation. Tempête N était qu'un poulain à l'époque,
Mais les chevaux ont une mémoire extraordinaire, surtout pour la musique. Antoine désigna L. Étalon d'un geste du menton. Je crois qu'il se souvient de ta mère, ou du moins de sa musique. C'est peut-être pour ça qu'il t'a reconnu, d'une certaine façon. Maya regarda à nouveau Tempête, une nouvelle compréhension illuminant son regard. Elle tendit la main à travers les barreaux, effleurant doucement le front de L. Étalon. Celui-ci ferma brièvement les yeux, comme pour savourer ce contact. « Maya, reprit Antoine, des personnes vont essayer d'utiliser ce lien entre vous. Pour leurs propres intérêts, tu dois être préparé. » La jeune fille tourna son regard vers lui, soudain alerte. « Mercier veut que tu aides à dresser Tempête. » Son spécialiste, celui qui a fait du mal à Tempête, veut superviser. Maya secoua violemment la tête, son corps tout entier exprimant son refus. « Je sais, » la rassura Antoine. « Nous ne le permettrons pas, mais nous devons être stratégiques. Mathilde, Sophie et moi avons un plan, mais nous avons besoin de ton accord. » Pour la première fois depuis son arrivée, Maya semblait pleinement présente, attentive, engagée. Elle hocha lentement la tête, attendant la suite. « Nous voudrions que tu continues à passer du temps avec Tempête, à ta façon. Nous documenterons les progrès, mais personne n'interférera. Si tu parviens à établir une relation stable avec lui, cela pourrait le sauver. Et peut-être me sauver aussi, compléta mentalement Maya, bien que les mots restent prisonniers dans sa gorge. À cet instant précis, quelque chose se brisa en elle, non pas de façon destructrice, mais comme un barrage cédant sous la pression, libérant un flot longtemps contenu. Elle ouvrit la bouche et, d'une voix à peine audible, rauque d'avoir été si longtemps inutilisée, elle murmura « D'accord ». Antoine la regarda, stupéfait. « Maya, tu as parlé. » Elle hocha la tête, des larmes fraîches roulant sur ses joues. Derrière elle, Tempête hennit doucement, comme pour célébrer cette petite victoire partagée. Ce que ni l'un ni l'autre ne remarquèrent, ces haies étaient la silhouette qui éloignait discrètement de l'écurie le docteur Vidal, qui avait assisté à toute la scène, un sourire calculateur aux lèvres. Les jours qui suivirent furent marqués par une transformation remarquable, tant pour Maya que pour Tempête. Chaque matin, la jeune fille se rendait à l'écurie isolée où elle Étalon l'attendait, oreilles dressées, naseaux frémissants dès qu'il percevait son odeur. Sophie ou Antoine l'accompagnaient toujours, mais restaient à distance, observant sans intervenir. Maya avait commencé par s'asseoir simplement devant le box, fredonnant la berceuse de sa mère. Puis, progressivement, elle s'était mise à parler, quelques mots seulement, murmurés exclusivement à Tempête, comme des secrets partagés entre deux âmes blessées. « Berceuse », disait-elle, sa voix encore rauque, mais de plus en plus assurée. « Maman jouait, tu te souviens ?» Elle, Étalon répondait à sa façon, par de légers hennissements, des mouvements de tête, un clignement d'yeux qui semblait presque humain dans son expressivité. Le troisième jour, Maya avait osé ouvrir la porte du box, sous le regard terrifié mais résigné d'Antoine qui se tenait prêt à intervenir. Mais Tempête n'avait pas chargé. Il était reculé, offrant à Maya l'espace pour entrer dans son domaine. La jeune fille était avancée lentement, la main tendue, et l'Étalon avait baissé sa tête massive pour permettre ce contact. « C'est incroyable », avait murmuré Sophie à Antoine. Durant 20 ans d'équithérapie, je n'ai jamais rien vu de tel. Le 5e jour, Mathilde avait installé une caméra discrète pour documenter les progrès, constituant ainsi un dossier destiné à convaincre Laurent Mercier. Les images montraient Maya brossant doucement la crinière emmêlée de Tempête, lui parlant à l'oreille, le guidant avec de simples gestes pour qu'il accepte un licol, le premier qu'il portait depuis des mois sans tenter de le déchirer. Elle ne le dresse pas au sens traditionnel, expliqua Sophie pendant la réunion des équipes du soir. Elle établit une relation basée sur la confiance mutuelle. Et ça fonctionne,
confirma Antoine en montrant les dernières images. Ses signes vitaux sont plus stables, il mange normalement, et ses comportements d'automutilation ont cessé. Mathilde feuilleta le dossier qu'ils avaient préparé. Mercier revient demain pour son ultimatum. Pensez-vous que cela suffira à le convaincre ? Pas Mercier, répondit sombrement Antoine. Lui, il veut des résultats commercialisables. Mais cela devrait suffire pour obtenir plus de temps. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le docteur Vidal N n'était pas resté inactif. Après avoir espionné Maya et Tempête, il avait contacté Laurent en privé, lui proposant une stratégie alternative. La fille a un don, avait-il expliqué au téléphone. Un don que nous pourrions exploiter bien au-delà de Tempête. Imaginez, une dresseuse prodige capable d'apprivoiser les chevaux les plus difficiles. Des propriétaires fortunés paieraient une fortune pour ses services. Elle n'a que 16 ans, avait objecté Laurent, quoique sans grande conviction. Elle sera majeure dans moins de 2 ans, avait répondu Vidal. D'ici là, nous pouvons la former, la préparer, créer une légende autour d'elle. La muette qui parle aux chevaux sauvages? Laurent avait été séduit par cette vision. Mathilde et son équipe ne l'accepteront jamais. Ils n'auront pas le choix si vous menacez de fermer leur précieux centre, avait ricané Vidal. Et la fille suivra l'étalon. Leur lien est devenu symbiotique. Ce matin-là, ignorant tout de ce complot, Maya se dirigeait vers elle, écurie de Tempête, une pomme fraîche dans la poche. Sophie l'accompagnait, notant avec émotion les changements visibles chez l'adolescente. Son pas plus assuré, son regard qui croisait parfois le sien, les quelques mots qu'elle prononçait chaque jour, encore rares, mais précieux comme des perles. « Tu as fait tellement de progrès, Maya », dit Sophie, alors qu'elles approchèrent de l'écurie. « Nous sommes tous très fiers de toi. » Maya ralentit légèrement, puis murmura « Tempête ». « Aide, oui », confirma Sophie, luttant contre l'émotion qui lui serrait la gorge. « Tempête t'aide, et tu l'aides aussi. C'est une belle amitié que vous avez créée. » En entrant dans l'écurie, elles eurent la surprise d'y trouver Antoine, visiblement agité, qui examinait la porte du box. « Que se passe-t-il » demanda Sophie. « Quelqu'un est venu cette nuit », répondit Antoine, en montrant des traces sur la serrure. « Et on a essayé de faire sortir Tempête. » Maya s'approcha vivement du box. Elle et Talon étaient nerveux, piaffant et secouant sa tête avec agitation. « Il va bien », la rassura Antoine, « mais il est perturbé. Je pense que Vidal a essayé de l'emmener, ou au moins de l'examiner sans témoin. »« Pourquoi ferait-il ça ?» étonna Sophie. « Pour prouver que Tempête reste dangereux avec tout le monde, sauf Maya, » supposa Antoine. « Ou pour saboter nos progrès avant la visite de Mercier. » Maya s'approcha du box, murmurant doucement pour calmer Tempête. Elle et Talon s'apaisa immédiatement à sa voix, venant frotter son museau contre sa main tendue. « Tu vois » dit Antoine à Sophie. « Cet homme est déterminé à garder le contrôle sur Tempête, d'une façon ou d'une autre. »« Il faudrait prévenir Mathilde » suggéra Sophie. On peut être installé une vraie surveillance pour cette nuit, mais leurs préoccupations furent interrompues par l'arrivée de Mathilde, essoufflée et l'air préoccupé. « Mercier vient d'appeler », annonça-t-elle. « Il arrive dans 1 heure, pas demain comme prévu, et il amène quelqu'un avec lui. »« Vidal » demanda Antoine. « Non, un certain monsieur Delacroix, du Haras national. » Apparemment, il s'intéresse au patrimoine génétique de Tempête pour un programme de reproduction. Antoine fronça les sourcils. Ce n'est pas bon signe. Mercier prépare quelque chose. Maya, intervint Sophie. Peut-être devrions-nous reporter ta séance avec Tempête aujourd'hui. Mais Maya secoua fermement la tête, puis se tourna vers le box. Avec une assurance qui surprit les adultes, elle ouvrit la porte et entra.
Tempête vint immédiatement à sa rencontre, baissant sa tête pour qu'elle puisse la caresser. « Besoin, montrer » articula Maya, regardant Mathilde droit dans les yeux. « Tu veux montrer tes progrès avec Tempête à Mercier et ceux de la Croix ?» traduisit Mathilde. Maya acquiesça, une détermination nouvelle brillant dans son regard. « C'est risqué » avertit Antoine. « Mercier pourrait utiliser ça contre nous, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est aussi notre meilleure chance, reconnut Mathilde. Si Maya peut démontrer qu'elle a établi une relation stable avec Tempête, Mercier n'aura plus de raison de le faire abattre, à moins que ce ne soit plus son plan, murmura Antoine, mais trop bas pour que les autres l'entendent. 1 heure plus tard, 2 voitures luxueuses franchissaient les grilles du centre équestre Beausoleil. Laurent Mercier descendit de la première, suivi du docteur Vidal. De la seconde émergea un homme corpulent d'une 60aine d'années, au visage rougeau et au regard perçant. Monsieur Delacroix accueillit Mathilde avec une politesse professionnelle. « Bienvenue au centre équestre Beausoleil, Madame Rousseau », répondit Delacroix d'une voix bourrue. Mercier m'a parlé de votre étalon problématique et de cette solution miraculeuse que vous auriez trouvée. Son ton sceptique haine échappa à personne. À ses côtés, Laurent arborait un sourire satisfait qui mit Antoine immédiatement sur ses gardes. « Nous avons effectivement fait des progrès significatifs avec Tempête », confirma Mathilde. Grâce à l'une de nos résidentes du programme D-Équithérapie. Une enfant dressant un étalon que des professionnels n'ont pas pu approcher, ricana Delacroix. Pardonnez mon scepticisme, mais j'ai passé 40 ans à élever des chevaux. Vous jugerez par vous-même, répondit calmement Mathilde, si vous voulez bien nous suivre. Ils se dirigèrent vers l'écurie isolée où Maya attendait avec Tempête. La scène qui s'offrit à eux stupéfia Delacroix. L'adolescente se tenait au centre du box ouvert, brossant tranquillement la crinière de l'imposant étalon noir qui restait parfaitement calme, presque somnolent sous ses attentions. « Bon sang !» murmura Delacroix. « C'est bien le même cheval qui a envoyé 3 hommes à l'hôpital ?»« Le même », confirma Antoine. Maya a établi une connexion spéciale avec lui. Vidal observait la scène avec une expression indéchiffrable. Impressionnant, mais pas surprenant. Certains chevaux répondent à des individus spécifiques. Maya appela doucement Mathilde. « Voudrais-tu nous montrer ce que toi et Tempête avez appris ensemble ?» La jeune fille leva les yeux, remarquant pour la première fois les visiteurs. Son regard s'assombrit légèrement en reconnaissant Vidal, mais elle hocha la tête. D'un geste fluide, elle accrocha une longe au lit-col de Tempête et le guida hors du box. Elle, étalon, suivait ses mouvements avec une confiance totale. Ses oreilles constamment tournées vers elle, comme pour capter le moindre murmure. Maya le conduisit jusqu'au petit rond de longe adjacent à l'écurie. Ce qui suivit ressemblait davantage à une danse qu'à une démonstration de dressage. Sans utiliser de cravache ni même la pression de la longe, Maya guidait Tempête par de simples gestes de la main, parfois accompagnés de quelques notes fredonnées. Elle, étalon, répondait immédiatement, trottant, s'arrêtant, tournant sur lui-même avec une grâce qui contrastait avec sa masse imposante. « Extraordinaire », murmura Delacroix. De sans aucun équipement de contrainte, c'est de la communication pure, expliqua Sophie, basée sur la confiance et le respect mutuel. Mercier et Vidal échangèrent un regard entendu qui n'échappa pas à Antoine. « Je crois que nous en avons assez vu », déclara soudainement Laurent. « Monsieur Delacroix, si vous voulez bien me suivre, nous avons à discuter. »« Mais la démonstration n'est pas terminée », protesta Mathilde. « L'aile est amplement suffisante », coupa Mercier. « Nous reviendrons demain avec une proposition formelle concernant l'avenir de Tempête et peut-être celui de votre jeune prodige. » Ces derniers mots provoquèrent un frisson d'inquiétude chez Sophie et Antoine. Tandis que les 3 hommes éloignaient, Maya ramena Tempête vers son box, lui murmurant des paroles que personne d'autre ne pouvait entendre. «
Je n'aime pas ça du tout, confia Antoine à Mathilde. Il prépare quelque chose. Moi non plus, admit Mathilde. Mercier semblait trop satisfait, comme si notre démonstration servait parfaitement ses plans. Ce qu'ils ignoraient, c'est que dans la voiture qui éloignait du centre, Laurent Mercier exposait justement ses plans à Delacroix. Imaginez une tournée dans tous les grands événements équestres d'Europe. La fille qui murmure à l'oreille des chevaux sauvages, avec son histoire tragique, son mutisme sélectif et sa capacité mystérieuse à dompter l'indompté, ce serait une sensation. Et l'étalon demanda Delacroix. Un simple début, intervint Vidal. Nous avons déjà identifié d'autres chevaux impossibles, appartenant à des propriétaires fortunés qui paieraient une fortune pour les services de la fille. Et elle est consentante, s'enquit Delacroix, une pointe de scrupule perçant dans sa voix. Laurent sourit froidement. Elle le sera quand elle comprendra que la survie de son précieux étalon en dépend. Le lendemain matin, une atmosphère de tension régnait au centre équestre Beausoleil. Mathilde avait convoqué une réunion d'urgence dans son bureau. Antoine, Sophie et 2 membres du conseil d'administration y assistaient. Sur la table, une enveloppe cachetée attendait d'être ouverte. La proposition officielle de Laurent Mercier, livrée à l'aube par un coursier. « Nous devons nous préparer au pire », annonça Mathilde, tournant l'enveloppe entre ses doigts. « Je connais Mercier. Ce qu'il veut, ce n'est pas sauver Tempête, c'est exploiter une opportunité. Qu'en est-il de Maya ?» demanda Jeanne Dufresne, la psychologue du conseil d'administration. Est-elle au courant de ce qui se passe? Pas encore, répondit Sophie. Elle est avec Tempête en ce moment. J'ai pensé qu'il valait mieux attendre de connaître les termes exacts de la proposition avant de lui en parler. Mathilde prit une profonde inspiration et ouvrit l'enveloppe. Pendant qu'elle parcourait le document, son visage s'assombrit visiblement. « C'est pire que ce que nous pensions », murmura-t-elle finalement, passant les papiers à Antoine. Le vétérinaire les lut rapidement, ses sourcils se fronçant de plus en plus. « C'est révoltant », siffla-t-il. Et il propose de louer Maya et Tempête pour une tournée européenne de démonstration. 18 mois de contrat, avec clause d'extension possible, supervision professionnelle assurée par Vidal. C'est de l'exploitation pure et simple, s'indigna Sophie, saisissant les documents. Maya n'est pas un actif qu'on peut louer. C'est une mineure traumatisée qui a besoin de soins, pas de être exhibée comme une bête de foire. Il sait que c'est inadmissible, remarqua calmement le 2e membre du conseil, maître Bernard Lenoir, avocat de profession. C'est pourquoi il ajoute cette clause, un don de 2 millions d'euros au centre, plus un financement garanti pour 5 ans. Du chantage, résuma Mathilde. Exactement, confirma maître Lenoir. Et malheureusement, d'un point de vue légal, même si Maya est mineure, son tuteur légal pourrait théoriquement accepter ce contrat en son nom. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Le tuteur légal de Maya était, elle, État, représenté par un juge des affaires familiales qui, confronté à une telle somme d'argent et à un rapport suggérant des progrès thérapeutiques exceptionnels, pourrait être tenté d'approuver. « Et si Maya refuse ?» demanda Sophie. « Alors Mercier reprend Tempête », répondit Antoine, indiquant une clause spécifique. « Et vu que Tempête lui appartient légalement, il le fera abattre », compléta Mathilde. « Ou pire, le remettra entre les mains de Vidal pour un reconditionnement. » Sophie frappa du poing sur la table. « Nous ne pouvons pas laisser faire ça, il doit bien y avoir une solution. »« Peut-être, » intervint maître Lenoir, pensif. Le Mercier a commis une erreur dans sa précipitation. Il a mentionné spécifiquement que la tournée vise à présenter la fille muette qui dompte les chevaux sauvages. « Et alors ?» demanda Mathilde. « Maya n'est plus muette, » souligna l'avocat. « Elle a recommencé à parler, même si c'est encore limité.
Techniquement, elle ne correspond plus à la description contractuelle. C'est un peu mince, objecta Antoine. Mais c'est un début, insista Lenoir. Et il y a autre chose. Avons-nous des preuves concernant les méthodes de Vidal avec Tempête, des preuves de maltraitance? Antoine se redressa. J'ai documenté toutes les blessures que j'ai soignées sur Tempête après son dressage spécial. Photos, rapports détaillés, était clairement de la torture. Bien, approuva Lenoir. Cela pourrait constituer une infraction à la loi sur la protection animale. Si Mercier était au courant, il pourrait être complice. Il était au courant, confirma Mathilde. Il a explicitement demandé des résultats rapides, peu importe les méthodes. Un espoir prudent commençait à naître, mais fut interrompu par l'irruption de Sophie qui venait de recevoir un appel. « Ils sont en route », annonça-t-elle, le visage pâle. « Mercier, Vidal et Delacroix, ils seront là dans 20 minutes. » Et ils ont amené un van de transport Eken. Ils veulent prendre Tempête immédiatement, comprit Antoine, avant même d'avoir notre réponse. « Où est Maya ?» demanda Mathilde en se levant. « Toujours à l'aile écurie avec Tempête, » répondit Sophie. « Je dois la prévenir. »« Pas seule, » décida Mathilde. « Antoine, accompagne-la. » Maître Lenoir, préparez-nous une stratégie légale. Jeanne, contactez le juge en charge du dossier de Maya. Essayez de gagner du temps. Tandis que tous se dispersaient, Mathilde resta seule un instant, les yeux fixés sur la proposition de Mercier. « Je ne te laisserai pas détruire ces deux âmes, » murmura-t-elle, déterminée. À l'écurie, Maya était assise sur un ballot de paille, un petit carnet sur les genoux. Était un exercice que Sophie lui avait suggéré, écrire ce qu'elle ne pouvait pas encore dire. Tempête se tenait près d'elle, libre dans son box ouvert, son museau venant parfois effleurer les pages comme pour lire par-dessus son épaule. Sophie et Antoine entrèrent précipitamment, surprenant la jeune fille qui referma vivement son carnet. « Maya » commença doucement Sophie, s'agenouillant devant elle. « Nous devons te parler de quelque chose d'important. » Monsieur Mercier a fait une proposition concernant toi et Tempête. Antoine s'approcha également. Il veut vous emmener tous les deux en tournée à travers l'Europe. Pour faire des démonstrations, montrer comment tu travailles avec Tempête. Maya fronça les sourcils, visiblement troublée. « Partir » murmura-t-elle. « Oui » confirma Sophie. « Pendant plus d'1 an. » Avec le docteur Vidal comme superviseur. À la mention de Vidal, Tempête releva brusquement la tête, ses oreilles plaquées en arrière. Maya posa une main apaisante sur son encolure. « Non » dit-elle clairement. « Vidal, mal. »« Nous le savons » assura Antoine. « Mais Mercier menace de reprendre Tempête aujourd'hui même si nous refusons. Il est en route avec un van de transport. » La panique traversa le regard de Maya. Elle se leva d'un bond, enlaçant le cou de Tempête comme pour le protéger. « Nous avons un plan, » continua Sophie, « mais nous avons besoin de ton aide. Ce ne sera pas facile, et tu devras peut-être faire quelque chose qui te fait peur. »« Parler, » devina Maya, sa voix à peine audible. Sophie acquiesça. « Oui, devant Mercier et les autres. »« Montrer que tu n'es plus muette, que tu peux t'exprimer. » Maya ferma les yeux un instant, appuyant son front contre celui de Tempête, comme puisant du courage dans ce contact. Quand elle les rouvrit, une détermination nouvelle brillait dans son regard. « D'accord », articula-t-elle clairement. Puis, prenant une profonde inspiration, elle ajouta « pour Tempête ». « Pour moi ?» Cette phrase, la plus longue qu'elle ait prononcée depuis l'accident, fit monter des larmes aux yeux de Sophie. Antoine, lui, remarqua que Maya avait glissé son carnet dans la poche de sa veste. « Maya, » dit-il doucement, « qu'est-ce que tu écrivais tout à l'heure » La jeune fille hésita, puis sortit lentement le carnet. Elle l'ouvrit à la dernière page et le tendit à Antoine. Le vétérinaire lut à voix haute. « Je me souviens de tout maintenant. La voiture de maman.
L'autre voiture qui nous a forcés à quitter la route. Le chauffeur, était lui, Vidal. Sophie porta une main à sa bouche, choquée. « Tu es sûr ?» Maya hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, ses yeux. Je n'oublierai jamais ses yeux. Antoine et Sophie échangèrent un regard lourd de sens. Cette révélation changeait tout. « Il y a une dernière chose que tu dois savoir, » dit Antoine, serrant doucement l'épaule de Maya. « Nous venons de découvrir pourquoi Tempête te fait tellement confiance. Ton père et ta mère sont venus ici, il y a des années. Ta mère a joué pour les chevaux, y compris pour Tempête quand il était poulain. Et... » Il s'interrompit, cherchant les mots justes. « Et, reprit-il finalement, la nuit où Nuit d'Orage est mort, pendant l'orage. Ton père était là aussi, il essayait de protéger les chevaux. Il est mort en tentant de sauver Nuit d'Orage. » Maya chancela sous le choc de cette révélation. Tempête s'approcha immédiatement, offrant son flanc solide comme soutien. « Mercier a couvert l'incident, » continua Antoine. « Ton père était ici en tant que consultant, étudiant le comportement des chevaux pour un livre. Il a été le seul à remarquer la panique de Nuit d'Orage pendant l'orage. Quand le cheval s'est échappé, il a tenté de l'intercepter, mais... « Assez !» murmura Maya, levant une main tremblante. Elle prit plusieurs respirations profondes. Puis, à la stupéfaction d'Antoine et Sophie, elle se mit à parler d'une voix claire, sans hésitation. « Je sais ce que je dois faire maintenant. Pour papa, pour maman. Pour Tempête. » Au loin, le bruit d'un moteur annonçait l'arrivée imminente de Mercier et son équipe. La cour principale du centre équestre Beau Soleil ressemblait à un champ de bataille silencieux. D'un côté, Laurent Mercier, le docteur Vidal et Monsieur Delacroix, accompagnés de 2 palefreniers inconnus qui se tenaient près d'un imposant van de transport. De l'autre, Mathilde, Maître Lenoir et Jeanne Dufresne formaient une ligne de défense devant l'écurie où se trouvaient Maya, Tempête, Sophie et Antoine. « Vous n'avez pas encore accepté notre proposition ?» lança Mercier avec un sourire calculateur. « Mais Tempête reste ma propriété. Je suis venu le récupérer. »« C'est prématuré, » répondit calmement Mathilde. « Nous avons 48 heures pour examiner votre offre, selon les termes que vous avez vous-même fixés. Les circonstances ont changé, » intervint Vidal. « Nous avons une opportunité immédiate pour présenter Elle et Talon à un acheteur potentiel à Deauville. Le temps presse. » Maître Lenoir s'avança, brandissant un document. « Selon notre contrat initial, tout déplacement de l'animal nécessite un préavis de 7 jours et un certificat vétérinaire. »« Certificat que je peux fournir immédiatement, » rétorqua Vidal avec un sourire mauvais. « Je suis vétérinaire, ne l'oubliez pas. »« En Ukraine peut-être, » répliqua Antoine qui venait de sortir de l'écurie. « Mais votre licence n'est pas reconnue en France. J'ai vérifié. » Un éclair de contrariété traversa le visage de Vidal. Laurent Mercier, sentant que la situation risquait de dégénérer, changea de tactique. « Tout ceci est inutilement compliqué, » soupira-t-il. « Dois-je vous rappeler que sans mon financement, ce centre ferme ses portes dans 3 mois ? La menace et le chantage n'ont jamais été des arguments juridiques valables, monsieur Mercier, » intervint Maître Lenoir. Pendant cet échange, Sophie était restée dans l'écurie avec Maya, qui tenait fermement la longe de Tempête. Elle et Talon, inhabituellement calme malgré les tensions, gardait ses yeux fixés sur la jeune fille comme s'il attendait un signal. « Tu es prête ?» murmura Sophie. Maya hocha la tête, son visage pâle mais déterminé. « Oui. » Ce simple mot, prononcé avec une clarté nouvelle, résonna comme une promesse. Maya caressa une dernière fois l'encolure de Tempête, puis s'avança vers la porte de l'écurie, les Talons la suivant docilement. Leur apparition provoqua un silence soudain dans la cour. Le contraste était saisissant. Cette adolescente frêle, guidant sans effort apparent, cet imposant étalon noir qui, quelques semaines auparavant, aurait chargé quiconque s'approchait de lui.
Ah, voilà notre petit prodige, s'exclama Mercier, retrouvant son sourire commercial, et Tempête, dompté comme un cheval de cirque, impressionnant. Vidal observait la scène avec une expression indéchiffrable, mais une lueur d'inquiétude brillait dans ses yeux. Quelque chose dans l'attitude de Maya le mettait mal à l'aise. « Maya, continua Mercier en s'approchant, as-tu entendu parler de ma proposition ? Une tournée européenne, la gloire, un avenir assuré pour toi et ton ami à quatre pattes. » Maya s'arrêta à quelques mètres de lui, Tempête parfaitement immobile à ses côtés. Elle regarda Mercier droit dans les yeux, puis Delacroix, et enfin Vidal. C'est sur lui que son regard s'attarda, avec une intensité qui fit reculer l'homme d'un pas. « Je vous connais », dit-elle d'une voix claire qui résonna dans toute la cour. Ces trois simples mots provoquèrent une onde de choc. Mercier écarquilla les yeux, tandis que Vidal pâlissait visiblement. « Elle parle ?» balbutia Mercier, se tournant vers Mathilde. « Vous m'avez menti, elle n'est pas muette. »« Elle ne l'a jamais été au sens médical », expliqua calmement Mathilde. Maya souffrait de mutisme sélectif post-traumatique. Et grâce à sa thérapie avec Tempête, elle a commencé à guérir. Maya fit un pas de plus, sa voix gagnant en assurance à chaque mot. « Je vous ai reconnu dès le premier jour, mais je n'arrivais pas à parler. Vos yeux, ce sont les derniers que j'ai vus avant l'accident, avant que vous ne forciez notre voiture hors de la route. » Vidal fit un autre pas en arrière, une sueur froide perlant sur son front. « De quoi parle cet enfant ? » « C'est absurde. »« Ce n'est pas absurde, » intervint Antoine, brandissant un dossier. Maya a identifié le docteur Vidal comme le conducteur qui a provoqué l'accident ayant coûté la vie à ses parents. Un accident qui n'a jamais été élucidé jusqu'à présent. Et ce n'est pas tout, ajouta Mathilde. Le père de Maya, Pierre Lefebvre, était présent la nuit où Nuit d'orage est mort. Il était consultant ici, travaillant sur un livre concernant le comportement équin. Laurent Mercier secouait la tête, visiblement déstabilisé. C'est une coïncidence, rien de plus. Une coïncidence ? Maya avait maintenant retrouvé sa voix complète, chaque mot chargé d'une émotion contenue. Mon père a découvert quelque chose cette nuit-là, quelque chose sur vous, monsieur Mercier, sur vos méthodes. Sur la façon dont vous utilisiez ces chevaux exceptionnels. Antoine s'avança, continuant l'explication. Pierre Lefebvre avait des preuves que Mercier utilisait ses chevaux pour transporter des objets de valeur à travers les frontières, des objets cachés dans des compartiments spéciaux sous les selles lors de compétitions internationales. C'est ridicule, s'emporta Mercier, mais son regard fuyant trahissait son malaise. Mon père avait des preuves, affirma Maya, dans son ordinateur, celui qui a disparu après l'accident. Delacroix, qui était resté silencieux jusque-là, s'écarta subtilement de Mercier et Vidal. « Je n'étais pas au courant de tout cela, » déclara-t-il d'une voix grave. « Le haras national ne peut être associé à de telles accusations. »« Ce ne sont pas de simples accusations, » intervint Maître Lenoir, brandissant une clé USB. « Nous avons retrouvé une sauvegarde des documents de Pierre Lefebvre, et nous avons également ceci. » Il désigna un homme qui venait d'apparaître à l'entrée du centre, accompagné de 2 policiers en uniforme. Le commissaire Moreau, de la brigade financière, qui s'intéresse de très près à vos activités, monsieur Mercier. Le visage de Laurent Mercier se décomposa. À côté de lui, Vidal jeta un regard rapide vers le van, comme évaluant ses chances de fuite. C'est alors que se produisit l'impensable. Vidal, dans un geste désespéré, sortit soudain un petit revolver de sa veste. « Personne ne bouge !» cria-t-il, pointant l'arme vers Maya. « La fille et le cheval viennent avec moi, maintenant !» Tout se passa en un éclair. Les policiers dégainèrent leurs armes, ordonnant à Vidal de lâcher la sienne. Mercier recula précipitamment, se dissociant visiblement de son complice.
Maya, elle, resta parfaitement immobile, sa main toujours posée sur l'encolure de Tempête. « Vous ne comprenez pas !» hurla Vidal, sa voix trahissant sa panique. « Ce cheval et cette fille valent une fortune. Mercier me l'avait promis. »« Posez votre arme !» ordonna calmement le commissaire Moreau. Vous ne faites qu'aggraver votre cas. » Vidal, intervint Maya d'une voix étonnamment posée. « Tempête se souvient de vous aussi. » Comme pour confirmer ses paroles, les étalons noirs émit un hennissement puissant, faisant un pas en avant. Ce simple mouvement suffit à faire paniquer Vidal, qui pointa son arme vers l'animal. « Non !» cria Maya. Ce qui suivit sembla se dérouler au ralenti. Vidal pressa la détente, mais au même instant, Tempête se cabra, protégeant Maya de son corps massif. La balle se perdit dans le ciel, tandis que les policiers se jetaient sur Vidal, le désarmant et le plaquant au sol. Mercier tentait de s'éclipser discrètement, mais fut intercepté par le troisième officier. Tempête retomba sur ses 4 jambes, parfaitement calme malgré le chaos environnant. Maya enfouit son visage dans sa crinière, murmurant des paroles apaisantes que lui seul pouvait entendre. Dans les jours qui suivirent, le centre équestre Beausoleil connut une agitation inhabituelle. Des enquêteurs, des journalistes et des représentants des services sociaux se succédèrent pour recueillir témoignages et preuves. Laurent Mercier et le docteur Vidal furent inculpés pour diverses infractions allant du trafic d'antiquités à la tentative de meurtre, en passant par la maltraitance animale et la complicité dans l'accident ayant coûté la vie aux parents de Maya. Une semaine après ces événements tumultueux, alors que le calme commençait à revenir, Mathilde convoqua une réunion spéciale dans la grande salle du centre. Tous les employés étaient présents, ainsi que les résidents du programme D-Équithérapie. Maya se tenait discrètement au fond de la salle, Tempête visible par la fenêtre ouverte, comme s'il écoutait lui aussi. « Suite aux récents événements, » annonça Mathilde, « je suis heureuse de vous informer que le centre équestre Beausoleil ne fermera pas ses portes. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a accepté de reprendre le financement abandonné par M. Mercier. » Des applaudissements enthousiastes accueillirent cette nouvelle. « De plus, » continua-t-elle, « suite à la saisie des biens de M. Mercier, le juge a décidé que Tempête resterait définitivement au centre, devenant officiellement notre propriété. » Maya porta une main à sa bouche, retenant un sanglot de soulagement. « Enfin, » conclut Mathilde, avec un sourire dirigé vers Maya, « je suis particulièrement fier d'annoncer la création d'un nouveau programme au sein de notre centre. Voix du silence. Un projet spécial développé par Maya Lefebvre pour aider d'autres jeunes traumatisés à retrouver leur voix à travers la connexion avec les chevaux. » Tous les regards se tournèrent vers Maya qui, pour la première fois depuis longtemps, sourit pleinement, sans retenue. 3 mois plus tard, par une douce matinée d'automne, Maya se tenait au centre du grand manège. Autour d'elle, 5 adolescents formaient un cercle, chacun accompagné d'un cheval. Au milieu du manège, Tempête évoluait en liberté, sa robe noire luisant sous le soleil qui filtrait à travers les verrières. « Le silence n'est pas l'absence de voix », expliquait Maya d'une voix claire et assurée. « C'est parfois la seule façon que nous trouvons pour survivre quand les mots font trop mal. » Les adolescents, elles, écoutaient attentivement, certains caressant distraitement l'encolure de leur cheval, d'autres simplement immobiles, comme si chaque mot les touchait profondément. « Les chevaux comprennent ce silence, » continua-t-elle. « Ils ne nous jugent pas pour ce que nous ne pouvons pas dire. Ils ressentent ce que nous ressentons sans avoir besoin de mots. » À un geste presque imperceptible de sa main, Tempête s'approcha d'elle, venant poser son museau contre son épaule. « Pendant longtemps, j'ai cru que mon silence était une prison, » confia Maya. « Mais grâce à Tempête, j'ai compris que C était aussi un langage. Et quand j'ai été prête, mes mots sont revenus plus forts qu'avant. » Sur la galerie supérieure du manège, Sophie et Antoine observaient la scène avec émotion.
Qui aurait cru, il y a quelques mois, qu'elle deviendrait notre meilleure thérapeute ?» murmura Sophie. « Je crois que son père le savait », répondit doucement Antoine. Et quand il étudiait la communication entre les humains et les chevaux, il cherchait déjà ce que Maya a trouvé naturellement, ce langage au-delà des mots. Dans le manège, Maya avait maintenant rejoint Tempête au centre du cercle. Sans selle ni bride, elle monta sur son dos d'un mouvement fluide. Elle, Étalon Noir, autrefois considérée comme la bête la plus dangereuse du centre, se mit à marcher paisiblement, portant la jeune fille comme le plus précieux des trésors. Nos blessures ne disparaissent jamais complètement, disait Maya aux adolescents qui l'observaient avec un mélange d'admiration et d'espoir. Elles font partie de nous, mais elles peuvent devenir des ponts plutôt que des barrières, des ponts vers les autres, vers nous-mêmes. Vers la guérison, Tempête s'arrêta, tournant sa tête massive pour regarder Maya. Dans ce regard échangé entre l'Étalon Noir et l'adolescente autrefois muette, tout était dit, deux êtres brisés qui, ensemble, avaient trouvé le chemin de la lumière. Et parfois, conclut Maya dans un murmure que tous entendirent pourtant clairement, c'est dans le silence que naissent les plus belles histoires.